Alors pour inaugurer cette nouvelle chronique, j'ai envie de vous parler d'un homme extraordinaire. Il est pour moi le plus grand mathématicien du XXe siècle. Mais pas seulement, vous verrez. Il s'agit d'Alexandre Grothendieck. Né en 1928 à Berlin, il est le fils de Hanka Grothendieck, une socialiste révolutionnaire, et d'Alexandre Shapiro, anarchiste ukrainien, évadé des prisons bolcheviques en 1919. La montée du nazisme et la passion révolutionnaire de ses parents obligera le petit Grothendieck à passer son enfance dans une famille d'accueil à Hambourg avant de rejoindre ses parents à Nîmes en 1939. Jusqu'en 1945, rien ne permettait de deviner le virtuose des mathématiques qu'il deviendra. De 1945 à 1948, à l'université de Montpellier, il commence à s'intéresser à la question des calculs de volumes complexes. Il va mettre sur pied une théorie sur le sujet, sur les intégrales généralisées. Le problème, c'est que le jeune Alexandre ne veut pas se confronter au livre, et cette théorie existe en fait déjà depuis 1902. Il vient simplement de réinventer l'intégrale de Lebesgue. Heureusement, l'un de ses professeurs le remarque et lui fait une lettre de recommandation pour rencontrer Henri Cartan, un grand mathématicien parisien de la nouvelle génération. Henri Cartan a l'intuition que ce jeune homme a quelque chose dans la tête, mais qu'il faut y mettre de l'ordre, comme un diamant brut à polir. Il confie cette tâche à deux grands professeurs de mathématiques de Nancy, qui sont Laurent Schwartz et Jean Dieudonné. Lorsque Dieudonné se penche sur les travaux de Grothendieck au sujet de cette intégrale généralisée, il déclare ceci. Cela n'a rigoureusement aucun intérêt, on ne refait pas les mathématiques, on les fait. Le décor est planté, et pour tester celui qu'on surnomme Shurick, ils vont lui confier une série de 14 problèmes qu'ils n'ont pas su résoudre. Il faudra alors moins d'un an à Grothendieck pour venir à bout de ces 14 problèmes. Laurent Schwartz et Jean Dieudonné sont tout simplement émerveillés. Ils comprennent à ce moment-là qu'ils ont affaire à un mathématicien de premier ordre. De 50 à 53, ils encadrent son doctorat. Et quel doctorat! En 3 ans, Alexandre Grothendieck écrit 6 manuscrits de thèse, tous aussi remarquables les uns que les autres. Il n'a que l'embarras du choix pour sa soutenance et optera pour celui intitulé « Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires ». Pour se faire une idée de la qualité de ce travail, voici ce qu'en dit l'un de ses directeurs de thèse. Un chef-d'œuvre de première grandeur, il fallait la lire, l'apprendre, la comprendre, car tout était difficile et profond. Après sa thèse, l'apatridie de Grothendieck le contraint à s'exiler. Il va faire un tour au Brésil, puis aux États-Unis, et c'est en Amérique du Nord qu'il changera de domaine de recherche pour s'intéresser à la discipline qu'il va révolutionner, la géométrie algébrique. L'art de rapprocher les formes et les nombres, les figures géométriques et les équations algébriques. À la fin des années 50, il revient en France, à l'Institut des hautes études scientifiques, un institut qui vient d'être créé en grande partie simplement pour permettre à Grothendieck de revenir en France. Dans cet IHES, il retrouve son directeur de thèse, Jean Dieudonné. Et dès 1960, ce binôme prodigieux peut se mettre en marche. À deux, ils vont fournir un travail colossal. Durant cette période, Alexandre Grothendieck rédige en moyenne 15 pages de mathématiques par jour, week-end et vacances comprises, essentiellement entre 20h et 6h du matin. 15 pages que Dieudonné se charge de relire et d'organiser à une cadence infernale qui ressemble au 2-12 quand certains font les 3-8 à l'industrie. Ils vont accoucher de milliers de pages de révolution mathématique. De ces recherches va naître une notion fondamentale qui constitue pour Grothendieck le cœur du cœur de son travail. Il appelle ça les motifs. À travers cette notion, il est un peu le Malevitch des mathématiques. Ce dernier est allé au bout de la représentation en 2 dimensions avec son carré noir sur fond blanc en 1915. Et il faut voir ce carré noir. Il est épais, fait d'une couche de peinture grossière, comme si la peinture avait mis du temps et de la matière le peintre avait mis du temps et de la matière pour donner du poids à ce carré fondamental. Malevitch vient d'inventer le pixel. Ce pixel qui n'est rien d'autre que la pièce de base de toute représentation en 2 dimensions. Les motifs d'Alexandre Grothendieck ressemblent à ce pixel qui permet de construire un univers sans limite. À condition d'y mettre le temps et l'énergie nécessaires, on pourra reproduire toutes les formes les plus complexes avec un objet aussi simple. Et ce génie de Grothendieck sera récompensé en 1966, année où il sera logiquement lauréat de la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Mais il n'est pas le genre d'homme qui court après les honneurs. Je dirais même que s'il accepte cette médaille en 1966, c'est simplement parce qu'il n'a pas encore eu l'idée de la refuser. En revanche, il refuse bien de se rendre à Moscou pour le congrès international durant lequel cette médaille Fields doit lui être remise. La capitale de l'URSS représente pour lui la patrie des bolcheviks qui ont écrasé les anarchistes ukrainiens dont faisait partie son père. Et puis, tout va basculer. Un après-midi de mai 68, il va à la rencontre des contestataires de la fac d'Orsay
Et le peu de culture politique qu'il a va être totalement bouleversé. Son esprit prend un virage à 180 degrés, un retournement qui se trouve très bien décrit dans la formule de son collègue Pierre Cartier. Avant, il m'engueulait parce que je faisais autre chose que des mathématiques, après, il m'engueulait parce que j'en faisais encore. Et j'ajouterais qu'à l'aller, il est le grand mathématicien qui rapproche les formes et les nombres. Au retour, il sera l'écologiste radical dont je vous parlerai dans la prochaine chronique. Je vous laisse avec Les Chants de Rose de Dan Akil, un clin d'œil à la seconde vie d'Alexandre Grothendieck.